Donc au début de la guerre de 14, le pigeon sous la ligne de feu, ça paraissait totalement anachronique. On avait déjà la TSF, on avait déjà tout un tas de moyens de transmission, on avait des moyens également optiques de transmission. Mais il ne faut pas oublier aussi que pendant une guerre, ce sont des bombardements, ce sont des pluies de bombes, des gaz, des fumées, des bombes qui sectionnent les câbles. Il y a des passeurs, mais comment passe-t-il? Ce sont souvent des échecs. Et là, le pigeon révèle toute son efficacité. En février 1915, après 5 mois de guerre, il est demandé à un colombophile du Nord, M. Leroy-Béhague, de mettre en place l'organisation d'un service de pigeons voyageurs. Le 31 juillet, le général Mazel rend compte des premières expériences dans son secteur. 128 pigeons ont été lâchés, aucun ne s'est perdu. 4 pigeons ont été lâchés le 20 juillet pendant un bombardement très violent à Reims. Ils ont accompli le trajet de Béthenay à Reims en 8 minutes. Et il conclut: ce mode de liaison peut rendre les plus grands services pour maintenir les contacts entre les points d'appui considérés et le commandement. La grande idée de la colombophilie militaire pendant la guerre de 14, pour la partie française, c'est d'amener le pigeon au front. Et amener le pigeon au front, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'avoir des colombiers qui sont juste derrière le front et qui permettent au pigeon de partir, de quitter le front pour aller directement sur ce colombier. L'invention du colombier mobile, ça veut dire la modification, je dirais, de l'instinct lui-même du pigeon, car le pigeon a dans la tête une sorte de GPS, il connaît parfaitement sa position, il retourne toujours à sa position d'origine. Là, il faut apprendre à un pigeon à ne pas retourner à sa position d'origine, mais à retourner à son colombier. Donc on va placer quelqu'un à l'endroit où se situait le colombier la fois précédente, pour que lorsque le pigeon y revenant, on crée un bruit, un désordre empêchant le pigeon de se poser là pour qu'il s'habitue à retrouver son colombier mobile qui s'est à nouveau déplacé. Donc faire en sorte qu'il soit absolument attaché au colombier lui-même. Sur les lieux du combat, le pigeon n'était pas nourri, on n'y marquait aucune affection de façon à ce qu'il ait hâte de retourner à ce colombier mobile. Quant au lieu même où se trouvait son colombier, les colombophiles les choyaient pour donner envie à ces pigeons de retrouver leur maison. Il est surprenant quand on voit ces images de colombophiles sur l'arrière, dans quelques kilomètres du front, avec des pigeons sur la tête, sur les épaules. Ça semble totalement invraisemblable, alors qu'on est à quelques kilomètres des lieux de bataille. Mais ces colombophiles sont dans leur rôle et se battent aussi. Sur ces cartes militaires colombophiles, on peut bien voir les postes qui se trouvent sur le front où étaient déposés les pigeons, et à l'arrière, alors, tous les types de colombiers, que ce soit automobiles, remorques ou fixes, mais qui se trouvent toujours, tous, à côté d'une ligne téléphonique. Ainsi, dès que le message arrivait, il était aussitôt téléphoné au commandement. Ces cartes révèlent donc la réalité de l'importance de ce système, à la fois complexe et pourtant frêle, fragile, et qui a donné en fait des résultats exceptionnels, avec des pertes très très faibles. En fait, on n'imaginait pas le pigeon, très sincèrement, aussi intelligent. On s'est rendu compte qu'il a pu parfaitement s'adapter à sa nouvelle vie et qu'il a pu ainsi prouver tout au long de la guerre son efficacité. Ce rapport, établi après la bataille de Verdun, entérine définitivement l'efficacité du pigeon voyageur. Les liaisons téléphoniques sont toujours interrompues dans la zone des attaques. Les renseignements transmis par coureurs parviennent avec de grands retards par suite de l'état du terrain et de la violence des barrages. Les signaux optiques obscurcis par la fumée et la poussière demeurent souvent inefficaces. Les observations aériennes, dans de nombreuses circonstances défavorables, ne parviennent pas à fixer le commandement d'une manière suffisamment précise sur la marche du combat. Seuls les pigeons voyageurs fonctionnent régulièrement, en toutes circonstances, et malgré les bombardements, la poussière, la fumée ou la brume, apportent dans un délai relativement court des précisions sur la situation des troupes engagées. Certes, le pigeon n'a pas gagné la guerre de 14, mais enfin, on peut dire quand même qu'il y a contribué.
Il faut songer un peu à la vie de ces hommes sur les tranchées sans arrêt pilonnées, des compagnies décimées. Quelquefois, ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et à ce moment-là, le pigeon était l'ultime lien entre ces hommes abandonnés, littéralement perdus, et l'arrière. Le quartier du Bec est en entier sous la boue liquide. De nombreux cadavres enlisés ne pourront être enlevés. Les abris font défaut. La troupe est exténuée. On ne cesse de travailler à dégager les entrées, rétrocourt à sur le relever les tranché de parapets, Montbrison à et une nouvelle 7h45. pluie est à prévoir. Je soutiens le moral des hommes qui souffrent énormément. Tous les messages que ramèneront ces pigeons du front sont très révélateurs de la misère, de la détresse dans laquelle se trouvaient ces gens-là. Alors, bien sûr, on a des messages d'information militaire, mais on a aussi des messages de désespoir, des messages d'adieu même. Mais souvent, lorsque le message arrive au colombier, il faut se dire que celui qui l'a écrit n'est déjà plus là. Nous sommes perdus, mais nous avons fait de la bonne besogne. Faites donner l'artillerie sur la Corrette et sur Balieu. Nous sommes toujours dans le réduit roman. Nous sommes complètement encerclés. Tout le monde a fait son devoir de la façon la plus extrême, officiers et soldats. Il ne reste plus que le quart de l'effectif. Nous tiendrons encore une demi-journée. Combien de fois s'est envolé ainsi avec ces pigeons la vie des hommes qui leur confiaient ces messages? On comprend alors l'émotion de ceux qui ont recueilli ces oiseaux revenant du front, intoxiqués par les gaz, déchiquetés par les éclats d'obus, et qui venaient mourir parfois entre leurs mains. À la fin de la guerre, certains ont connu la gloire. Ils s'appelaient Cher-Ami, Moquer, Vaillant, Wilson, Loulou, ou bien 617-10, 107-15, 524-15. Ils seront décorés, fêtés, empaillés. On construira des monuments pour fêter ceux qui les ont élevés et entraînés, et pour célébrer les vols glorieux de ces oiseaux et leur entêtement, malgré les pires horreurs placées sur leur chemin, à revenir encore et toujours à leur colombier. Durant les guerres suivantes, le pigeon continuera d'accomplir des missions militaires. Au cours du débarquement des Alliés sur les côtes de Normandie en 1944, certains des parachutistes qui sautaient en territoire ennemi emportaient encore avec eux un pigeon. Mais c'est sous son nom poétique de Colombe qu'il allait avoir les faveurs de la seconde moitié du XXe siècle. Les lâchers de Colombe vont se multiplier, accompagnant tous les grands événements pour leur donner un retentissement universel. Renouant avec son rôle ancestral de messager de paix et de joie, la colombe est aujourd'hui de toutes les fêtes. Quant au